qu'il est déçu de l'attitude que Diomaye et Sonko ont adoptée une fois arrivés au pouvoir. Ils sont restés dans le larbirisme néocolonialiste envers la France. Il donne un fait. Le président du Sénégal qui se fait recevoir en France dans un petit bureau au ministère des Affaires étrangères. C'est ça qu'on appelle le Quai d'Orsay ici en France. Le président sénégalais qui se fait recevoir, non, même pas par un premier ministre, même pas par un ministre, mais par un conseiller diplomatique. Dans un minuscule bureau insignifiant, connu par Juan Branco, qui y a travaillé avant. Il a été choqué du manque de respect que les nouveaux dirigeants sénégalais ont pour eux-mêmes. Promesses rompues, relations ambiguës avec l'ancien colonisateur et réalité décevante d'un pouvoir en place. Aujourd'hui, explorons ensemble les analyses percutantes du docteur Franklin Nyamsi et de Juan Branco, avocat de Sonko, sur la situation politique au Sénégal. Que se passe-t-il lorsqu'un mouvement politique, construit sur des idéaux panafricanistes et anti-néocolonialistes, semble s'éloigner de ses promesses une fois au pouvoir? Dans cette intervention, le docteur Franklin Nyamsi, accompagné des révélations de l'avocat Juan Branco, nous offre une plongée dans la réalité politique sénégalaise actuelle. Des promesses de rupture avec la France, aujourd'hui contredites par des actes conciliants. Une posture qui interroge, notamment la visite du président Bassirou Diomaye Faye à Paris, dans des conditions perçues comme humiliantes par ses propres alliés. Et enfin, un système étatique hérité de l'ancien régime, qui empêche toute véritable transformation. Vous entendrez également l'avocat Juan Branco, proche collaborateur de Sonko, partager ses constats sur la fragilité de ce nouveau pouvoir et l'urgence d'une réforme profonde. Préparez-vous à une analyse éclairante et sans concession. Voici les interventions du docteur Franklin Nyamsi et de Juan Branco. Écoutez attentivement. Chaque mot compte pour comprendre les enjeux de l'avenir du Sénégal et au-delà de l'Afrique. Maître Juan Branco, vous le connaissez sans doute, est très connu ici en France, d'autant plus que c'est un opposant au régime Macron, qui est d'ailleurs candidat à l'élection présidentielle de 2027, si je ne m'abuse. Juan Branco a écrit pas mal de livres pour dénoncer la dictature d'Emmanuel Macron. Il fait partie des citoyens français qui ont vite vu que Macron serait un dictateur. Il est comme moi. Quand j'ai vu Macron candidat, ici à la maison, nous nous sommes réunis comme en général, tous ceux qui sont majeurs à la maison, on discute un peu 2 ou 3 jours avant le vote de ce qui serait intéressant de voter en tant que citoyen français. Et bon, j'ai dit à madame et aux enfants, les 2 aînés qui sont majeurs, moi je ne donnerai jamais mon bulletin à Macron. Même si Macron se retrouve face à Marine, je reste chez moi. Parce que je sais que Macron ou Marine seront des dictateurs. Ce sont des gens qui vont nous imposer une vie infernale dans ce pays. Donc moi, aux élections, dès que l'affaire s'est présentée, d'abord j'ai voté Mélenchon au premier tour, même si je suis très critique envers Mélenchon, en qui je n'ai pas confiance pour sa politique africaine. Ok? J'ai voté Mélenchon au premier tour parce que ses idées ici en France m'arrangent. Il n'est pas passé au second tour, je suis resté à la maison. La famille, chacun ici est libre d'aller voter. Bon, ils sont allés se protéger contre le Front National, c'est leur droit. Moi, je suis resté ici. Et quand on voit ce que Macron est en train de nous faire, tous ceux qui ont voté pour Macron s'en brûlent les doigts. Il dit, Seigneur, comment on a fait pour donner nos voix à ce monsieur? Juan Branco fait partie de ces citoyens français qui connaissent en fait Macron. Lui, il connaît Macron personnellement. Ils ont eu des moments de parcours scolaire et universitaire ensemble, donc il le connaît. Et très tôt, il a dénoncé ici en France ce monsieur en disant c'est un imposteur. Il ne va pas gouverner dans l'intérêt de la France, mais d'une oligarchie qui a financé sa carrière politique. Branco a écrit des livres que les gens négligeaient en disant « Oh, c'est un aigri, comme il n'a pas réussi sa vie comme Macron, voilà, il raconte des choses, etc. » Maintenant, tout ce qu'il avait dit, tout comme le journaliste Marc Endeveld, dans leur livre critique envers Macron, tout cela s'avère. Tout cela s'avère. Tout cela se vérifie. Donc, Juan Branco, par ailleurs, est connu par les Africains parce que c'est un avocat qui a risqué sa vie pour aller défendre Ousmane Sonko et Diomaye Faye au Sénégal. Il les connaît donc très bien. Et il connaît très bien l'épisode qui a conduit de la prison à la présidence du Sénégal, les 2 principaux dirigeants de PASTEF. Or, vous savez que quand j'ai vu le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Sonko prendre le pouvoir, je fais partie des premiers à avoir dit que le compte n'y était pas. Qu'ils allaient nous la faire à l'envers. Je fais partie des premiers qui ont dit, ces messieurs-là, ils sont en train de trahir le panafricanisme qui a été la base de leur campagne.
la fameuse rupture sur laquelle ils avaient basé leur campagne, et qui faisait dire à Ousmane Sonko, Monsieur Sonko, qu'est-ce qu'il disait? Écoutons un peu Monsieur Sonko. Monsieur Sonko, venez là, s'il vous plaît. Quand vous étiez opposant, qu'est-ce que vous aviez prévu? Quel était votre programme politique? Ousmane Sonko, vous avez la parole. Ousmane Sonko, le genou. Hein? C'est la fameuse vidéo qu'on appelle genou chou. Monsieur Sonko, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous aviez promis aux Africains et avant tout aux Sénégalais? Prenons un exemple. Non, je reviens là. Ne soyez pas pressé, Monsieur Sonko. Allez-y. Donc vous aviez promis. Que la France lève son genou de notre cou. Voilà. 7 siècles de misère fait de traite humaine. Très bien. De colonisation. Ouais. Aujourd'hui de néocolonisation. Exact. Cela suffit. Très bien, papa. Il est temps que la France nous foute la paix. Continue. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. Ah ouais. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. Ouais. L'Allemagne n'exploite aucun pays. Tout à fait. Aucune colonie. Tout à fait. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leur ancienne colonie. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants. Tout à fait. À faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, tout à fait. La diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. D'accord. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Oui, allez-y. Prenons l'exemple du cas du Mali et du Tchad. Allez-y, monsieur Sonko. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi. Et son président est allé consacrer le nouveau roi. Ouais. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, tout à fait. La France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte. Tout à fait, monsieur Sonko. Continuez. Ça, c'est de l'hypocrisie. Continuez. C'est comme ça que vous parliez. Deux mesures. C'est comme ça que vous parliez quand vous aviez encore tout votre cerveau. Tout à fait. Continuez. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian. Ouais, il a dit quoi? Sur la situation en Côte d'Ivoire. Tout à fait. La France a laissé faire. Ouais. Un 3e mandat. Qu'est-ce qu'il a dit, Le Drian? Il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. Ah. La France a condamné en Biélorussie. Très bien. A même poussé l'Union européenne à condamner. Ouais. Monsieur Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues. Tout à fait. Et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Ouais. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Ah. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Waouh. Et non pas parce que la France a choisi un candidat. Allez-y, les méthodes qu'on connaît. Non, c'est bien, continuez. On commence par cibler les gens. Ouais. On les décore dans des légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade chevalier de je ne sais quoi. Ah. On les inscrit dans des loges maçonniques. Sonko parlait on leur dit préparez-vous. Ouais. Ce sera vous après. Ouais. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Bon, ok. Cela doit cesser. Donc, quand ils sont arrivés au pouvoir, le Premier ministre Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye, ils ont changé de discours. Bassirou a dit qu'il n'était plus pour la rupture, il était pour le compromis. Ce sont ses mots. Et puis, Sonko s'est mis à dire que les panafricanistes étaient des radicaux émotifs. Il nous a traités d'émotifs. Comme si lui, il n'avait aucune émotion. Lui qui avait risqué sa vie dans une grève de la faim pour être libéré. Lui, il n'a pas d'émotion. Une fois qu'il arrive et qu'il est Premier ministre, il se moque des panafricanistes qui demandent le départ total des troupes françaises du sol africain, l'abolition du CFA, qui demandent la fin de l'ingérence française dans la désignation des dirigeants africains et qui exige la renaissance africaine sur les bases de la civilisation multiséculaire de l'Afrique noire. Il dit que nous sommes des émotifs. Ce sont ses mots. Et Bassirou Diomaye Faye fait un grand voyage à Abidjan où il s'en va féliciter le dictateur Alassane Ouattara pour ses progrès en matière de démocratie et de stabilité. Donc, une fois arrivé au pouvoir, nous avons constaté que
Ils ont changé de visage. Et moi, je suis sorti pour dire qu'il me rappelait parfaitement un personnage central de la littérature africaine et sénégalaise. Le personnage de Samba Diallo, croqué par Cheikh Hamidou Kane dans son célèbre roman « L'aventure ambiguë ». C'est là que je les ai appelés les aventuriers ambigus. Oh là là, qu'est-ce qui ne m'est pas tombé dessus? Alors que j'avais été l'un des ardents défenseurs dans les réseaux sociaux africains et internationaux de Sonko et Diomaye, quand ils étaient persécutés par Macky Sall, et que mon téléphone était rempli, et encore rempli, de messages de partisans de PASTEF. PASTEF au Sénégal, PASTEF en Europe, PASTEF aux États-Unis, PASTEF en France, me demandant d'intervenir chaque fois que ça chauffait à Dakar, me demandant de ne pas les oublier. Les mêmes individus me sont tombés à bras raccourcis. Ils m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Certains sont allés plus loin. Ils ont injurié mon père et ma mère. Certains sont allés plus loin. Ils ont injurié les parties génitales de mes parents. Les partisans de Sonko et Diomaye. Parce que j'ai dit que le compte n'y était pas. Que Sonko et Diomaye s'étaient éloignés de la promesse qu'ils avaient faite et qui leur avait permis de conquérir le cœur des Sénégalais et des Africains. L'une des promesses qu'ils avaient faites, c'était qu'une fois arrivés au pouvoir, ils allaient mobiliser l'armée sénégalaise aux côtés de l'armée malienne pour combattre les terroristes. Mais une fois arrivés au pouvoir, ils ont demandé à l'Union européenne de les aider à surveiller leurs frontières avec le Mali. Les mêmes là qui avaient promis de s'engager pleinement aux côtés des pays de l'Alliance des États du Sahel pour combattre le terrorisme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement remonté les bretelles à l'ambassadeur ukrainien au Sénégal qui s'est permis de dire qu'il avait co-organisé avec les terroristes d'Al-Qaïda d'État islamique l'assassinat de centaines de soldats maliens et russes à Tinzawaten à la fin du mois de juillet 2024. Tous ces faits-là nous ont permis d'établir de manière incontestable que Sonko et Diomaye ont trahi la cause panafricaniste, s'en sont éloignés, malgré leur dénégation. Cela nous a coûté toute la méchanceté de leurs partisans. Ils se sont défoulés à volonté sur nous. On avait beau citer les faits, les actes posés par Sonko et Diomaye, les priorités qu'ils ont choisies, les partisans de Sonko et Diomaye n'en démordaient pas. Il fallait insulter, il fallait attaquer les parties génitales, il fallait attaquer les parents, il fallait maudire, etc. Et ils appellent cela la critique. Bon. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Juan Branco n'est pas n'importe qui. C'est l'avocat personnel de Sonko et de Diomaye. C'est quelqu'un qui a risqué sa vie. Lui, il a quitté Paris et a même été capturé, arrêté, embastillé au Sénégal, refoulé comme un malpropre du Sénégal par le pouvoir Macky Sall pour défendre Sonko et Diomaye. Donc, moi, je ne connais pas personnellement Sonko et Diomaye, c'est vrai, mais lui, il les connaît personnellement. Moi, je n'ai pas été au Sénégal soutenir Sonko et Diomaye. Moi, je n'ai pas risqué ma vie comme Juan Branco, qui lui s'est rendu au Sénégal et a risqué sa vie pour les soutenir. Donc, laissons donc parler Juan Branco. Mais wallahi billahi talahi, si Juan Branco dit une seule chose que je ne vous ai pas dite, j'arrête l'émission. Parce que moi, je vais démontrer et je vous demande de l'écouter. Vous vous rendrez compte que tout ce qu'il dit, c'est ce que j'avais dit. Ce pourquoi les partisans de Diomaye et Sonko se sont défoulés sur moi sur les réseaux sociaux. Heureusement que j'ai la carapace solide. Hein, ils glissent sur moi comme l'eau sur l'écaille du poisson. Hein, tous ces individus inconsistants, hein, qui sont venus avec simplement la menace, l'insulte. Ah, on va te tuer, on va te couper la tête, on va faire ceci, on va te faire... Hein, tous ces sonkolâtres et ces diomayolâtres souffrent d'une carence intellectuelle affligeante pour un parti de gouvernement. J'ai peur pour le Sénégal, après avoir vu le numéro qu'ils ont affiché depuis que leurs mentors sont au pouvoir. Ils sont devenus pires que les partisans de Macky Sall. Ce sont les plus grands insolents, ce sont les plus méprisants, ce sont eux-mêmes qui ont récupéré le concept de panafricain. Alors que leurs dirigeants se disaient panafricanistes avant d'arriver au pouvoir, maintenant ce sont les partisans de Diomaye et Sonko qui traitent tous ceux qui critiquent leur patron de panafricain. Donc ils ont repris toute la terminologie que les partisans de Macky Sall, de Ouattara, les partisans de Biya et consorts, hein, des dictateurs africains racés, utilisent contre ceux qui veulent l'émancipation totale du continent. Bon, donc maintenant je vais donner la parole à Juan Branco. Il va nous dire ce qu'il sait. Est immense. Il va nous dire ce qu'il... Une tentative d'émancipation qui peut à tout moment encore
Il va nous dire ce qu'il sait échoué de cette compagnie-là. Je vais prendre les choses là où elles sont. Et pour laquelle beaucoup de personnes ont intérêt à ce qu'elle échoue parce qu'ils ne veulent pas de contamination aux autres États africains. Ils ne veulent pas que cela... Voilà, hop. Cet asservissement, je ne vois pas de rupture aujourd'hui avec celui-ci et de façon générale. Cet asservissement, voilà. Je ne vois pas de rupture aujourd'hui avec celui-ci et de façon générale. La contrainte est telle que cet asservissement, je ne vois pas de rupture aujourd'hui avec celui-ci et de façon générale. La contrainte est telle que j'étais très marqué de voir le président du Sénégal venir à 2 reprises à Paris dans les mois qui ont suivi sa prise de pouvoir et s'afficher avec un Emmanuel Macron souriant à la porte de l'Élysée, après avoir été reçu au Quai d'Orsay dans des conditions qui m'apparaissent parfaitement indignes, et sans prendre des mesures de rupture qui étaient pourtant promises et annoncées de longue date, de sorte que, y compris le Tchad, qui est quand même un régime en partie vassalisé à l'égard de la France-Afrique, a pu annoncer plutôt que le Sénégal le retrait des troupes françaises de son territoire. J'ai été très frappé par les images du président de la République reçu dans un petit salon du Quai d'Orsay où j'avais eu à exercer quand j'étais conseiller du ministre à un niveau qui était insultant en fait à l'égard de ses fonctions et de son importance, avec dans mon souvenir un directeur d'administration à la même table que le président de l'État sénégalais dans cette salle qui a été en fait une salle d'apparat, une salle à coucher à côté parce que l'hôtel du ministre du Quai d'Orsay, pour l'anecdote, avait été construit au XIXe siècle pour recevoir les dignitaires étrangers qui étaient à l'époque principalement des monarques. Et donc c'était construit comme un palais. Donc je me souviens, on n'était que 4 à y avoir accès lorsque j'étais au Quai d'Orsay. Donc je passais des soirées à me balader. Il y a une chambre d'eau tout en argent, une autre chambre d'eau tout en or, et des salles un peu comme ça où il y a des jeunes d'amis et ainsi de suite. Et c'est dans l'une de ces salles qu'a été reçu le président du Sénégal, qui n'aurait même pas dû être reçu au niveau ministériel. C'est-à-dire que déjà le simple fait d'être reçu au niveau ministériel était quelque chose. Et donc là, ce qu'on voit, c'est l'influence d'un appareil diplomatique sénégalais traditionnel, asservi, qui a prolongé des dynamiques de l'ancien régime et qui, quelque part, a mis dans cet étau l'autorité politique sénégalaise nouvelle qui est censée incarner la rupture et qui n'a pas pu incarner la rupture par défaut de préparation et d'ajustement de l'appareil étatique à l'égard de cette nouvelle donne. Et cela donne, en fait, des scènes qui sont inacceptables et, à mon sens, humiliantes. Et donc, ces ruptures-là, qui ne sont pas mises en œuvre à court terme parce que les contraintes justement d'un système encore persistant sont tellement puissantes, il y a un risque d'opérer de la capacité de long terme de ce pouvoir à émanciper son peuple et à honorer ses promesses. Et donc il y a une inquiétude évidemment à cet égard, mais aussi une leçon quant aux difficultés qu'il y a à véritablement provoquer une rupture lorsque l'on fait partie d'une région du monde qui était des plus exploitées, des plus soumises à cet ordre économique, de sorte que même la France aujourd'hui, qui est quand même la 8e puissance mondiale, se soumet largement au diktat non seulement financier, mais de l'empire états-unien. Alors imaginez-vous le courage qu'il faut, lorsque l'on est un État du Sahel, à prendre ce chemin qui nécessairement va passer par une mise en danger d'un certain nombre d'intérêts nationaux, mais aussi plus généralement de sa population. C'est-à-dire que c'est un risque que vous prenez alors que vous n'êtes pas certain de pouvoir l'emporter. Et on l'a vu, le prix payé par les populations maliennes, du Burkina Faso et ainsi de suite est immense, du fait d'une tentative d'émancipation qui peut à tout moment encore échouer et pour laquelle beaucoup de personnes ont intérêt à ce qu'elle échoue parce qu'ils ne veulent pas de contamination aux autres États africains. Ils ne veulent pas que cela soit un signal envoyé comme quoi ce serait possible. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'un système aussi puissant que les États-Unis fait tant d'efforts pour écraser et... Je m'arrête là. Vous venez d'écouter Juan Branco, l'avocat d'Ousmane Sonko et de Diomaye Faye. Qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai noté 3 choses importantes. Premièrement, qu'il est déçu de l'attitude que Diomaye et Sonko ont adoptée une fois arrivés au pouvoir. Ils sont restés dans le larbirisme néocolonialiste envers la France. Il donne un fait. Le président du Sénégal qui se fait recevoir en France dans un petit bureau au ministère des Affaires étrangères. C'est ça qu'on appelle le Quai d'Orsay ici en France.
le président sénégalais qui se fait recevoir, non même pas par un premier ministre, même pas par un ministre, mais par un conseiller diplomatique. Dans un minuscule bureau insignifiant, connu par Juan Branco, qui y a travaillé avant. Il a été choqué du manque de respect que les nouveaux dirigeants sénégalais ont pour eux-mêmes. Ça, c'est le premier point. De deux, il a été choqué par la facilité avec laquelle ceux-là même qui avaient souffert de l'alliance Macron-Macky Sall se sont affichés à la première occasion avec Macron. La vitesse avec laquelle Diomaye Faye a couru à Paris a choqué le français Juan Branco, avocat de Diomaye et de Sonko. Lui méritait de passer. Quelle nécessité y avait-il pour lui de venir faire allégeance, de venir montrer patte blanche après les enfers qu'ils avaient traversés? Deuxième fait. Mais il y a un troisième fait. Vous avez écouté Juan Branco, il dit la raison pour laquelle Diomaye et Sonko se comportent de cette façon, c'est que l'ancien régime, c'est-à-dire le régime néocolonisé du Sénégal, qui a vécu sous Macky Sall, qui a vécu sous Abdoulaye Wade, qui a vécu sous Abdou Diouf et qui a vécu sous Senghor, l'ancien régime n'a pas bougé. Il continue de contrôler l'essentiel des manettes du pays. Et vous en avez eu la preuve lorsque Sonko s'est mis à se plaindre de son propre ministre de la Justice. Lorsque Sonko s'est plaint de son ministre de la Défense qui ne lui obéissent pas. Donc en fait, Juan Branco nous dit la difficulté de Bassirou Diomaye Faye et de Sonko, c'est qu'ils ne sont pas les maîtres du Sénégal. Voilà les trois informations qu'il nous donne. Et il nous dit qu'ils sont en danger parce qu'ils ne sont pas en train de tenir les promesses sur la base desquelles ils ont été élus. Voilà ce que nous dit, n'est-ce pas? Voilà ce qu'il nous dit Juan Branco, avocat personnel de Diomaye Faye et de Sonko Ousmane. Maintenant que c'est sorti de la bouche, de l'avocat personnel d'Ousmane Sonko et de Diomaye Faye, je vous pose la question. Lui qui est leur avocat personnel, est-ce qu'il vous a appris quelque chose que je ne vous avais pas dit? Je pose cette question-là à mes amis sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce que Juan Branco vient de dire, c'est quelque chose que je ne vous avais pas dit? Je l'avais dit ou pas? Toutes les thèses qu'il a défendues, les 4 thèses qu'il a défendues, je les ai défendues ou pas? J'espère que vous savez qu'actuellement, les partisans de Sonko et de Diomaye sont en train de l'insulter comme du poisson pourri sur ses pages sur les réseaux sociaux. Ils sont sur sa page X en train de le laver. Ils ont commencé leurs mauvaises habitudes. Ils insultent le monsieur, ils insultent son père, ils insultent sa mère. Ensuite, ils vont s'intéresser à une partie génitale. Ils sont sur sa page Facebook actuellement, les partisans de Diomaye et de Sonko, en train d'insulter l'avocat qui a risqué sa vie pour leur patron. Vous avez entendu? J'ai souvent eu tort d'avoir raison trop tôt. Mais j'ai aussi souvent eu la chance de pouvoir montrer rétrospectivement que j'avais eu raison. Le diagnostic que j'avais posé sur le revirement de Diomaye et de Sonko est confirmé par leur avocat personnel. Alors, les individus qui viennent là sur la page essayer de m'insulter, essayer de me diffamer, de m'attaquer ad hominem, ça change quoi par rapport au constat? Quelqu'un qui n'est pas un ami de vos dirigeants, de loin, je les ai analysés en Wi-Fi. Et je les ai scannés. Et j'ai révélé leur trahison. Et puis de près, leur propre avocat, qui a souffert le martyre avec eux, vient confirmer mes propos. Ça fait quand même suffisamment d'éléments probants pour que vous preniez au sérieux les prévisions de votre serviteur. En effet, Juan Branco va jusqu'à dire qu'il est surpris que le Tchad soit capable de donner un délai aux troupes françaises, mais pas le Sénégal. Il est surpris que le Tchad soit beaucoup plus précis dans sa détermination à débarrasser son sol de la présence des troupes néocoloniales. Et que le Sénégal soit à la ramasse. Alors que, quand ils étaient dans l'opposition, les dirigeants sénégalais actuels faisaient de grandes déclarations. Comme la fameuse déclaration de Sonko, Ibou, Genou, Joujou, Kayouchou, que vous connaissez. Je voulais en Mondovision dénoncer. Et vous appelez à constater que leur avocat me donne raison. Donc qui que tu sois au Sénégal ou à l'étranger, hors du Sénégal, tu écoutes cette émission,
Va écouter Juan Branco, va sur sa page Facebook, écoute toutes ces révélations. Et tu comprendras que ton serviteur a servi la vérité. Je n'ai pas voulu te tromper, je n'ai pas voulu régler quelque compte que ce soit avec Bassirou Diomaye Faye ou Ousmane Sonko. Je n'ai aucun problème personnel avec eux. Et je le dis encore ici, si Bassirou Diomaye Faye, l'actuel président du Sénégal, et son premier ministre Sonko changent de politique, je les soutiendrai. Comme j'ai soutenu la décision prise par le maréchal président Idriss Mahamat de Déby Itno de demander le retrait pacifique des troupes françaises de son sol. Dès qu'il a dit ça, je suis sorti pour dire, ça c'est bien. J'attends de Diomaye et de Sonko qu'ils tiennent la parole qu'ils avaient donnée au peuple sénégalais et aux peuples africains et au monde entier. La parole qu'ils ont tenue devant Dieu, qu'ils la tiennent pendant qu'il est temps. Parce qu'en réalité, moi j'ai identifié le fait que le véritable homme fort du Sénégal, c'est le général Biram Diop, qui est le patron de la défense. C'est lui qui campe la position dure, selon laquelle il faut ramener, par tous les moyens possibles, le Mali, le Burkina et le Niger à l'intérieur de la CEDEAO. Il a dit cela dans une allocution publique au mois de juin, lors de la sortie d'une promotion militaire. Il a réitéré cela au mois de décembre 2024, publiquement. Il faut tout faire pour ramener ces pays à l'intérieur de la CEDEAO. La CEDEAO unie doit être renforcée à tout prix. Ce sont ses paroles. C'est lui le dur. C'est lui le faucon de Dakar. Sonko et Diomaye ne tiennent pas encore véritablement les rênes du pouvoir. S'ils veulent tenir les rênes du pouvoir, ils doivent mettre Biram Diop à la retraite. Ils doivent lui demander d'aller se reposer. Ils doivent procéder à une rectification de la composition de la hiérarchie des forces de défense et de sécurité et à une rectification de la composition du gouvernement. En cessant d'y donner la primauté à des France africains néocolonisés notoires, à la justice, à la défense, aux affaires étrangères, etc. Il leur faut opérer une révolution institutionnelle s'ils veulent gouverner. Et il est encore temps, parce qu'ils bénéficient encore d'une très grande popularité auprès du peuple sénégalais. Plus ils perdent le temps à mettre à exécution les promesses sur la base desquelles ils ont été élus, plus le lien entre eux et le peuple sénégalais se distend. Et plus ils vont être isolés quand un coup d'État néocolonialiste France-africain va les frapper. C'est ce que je voulais dire. Et je crois que je l'ai bien dit. Nous pouvons passer maintenant au sujet suivant. Des paroles fortes, des constats clairs, mais aussi un appel à l'action. Revenons sur les messages clés avant de clôturer cette vidéo. Après ces interventions, il est évident que les défis auxquels font face les dirigeants sénégalais actuels sont immenses. Juan Branco a souligné l'absence de véritable rupture, notamment la soumission apparente à un néocolonialisme encore actif, illustré par les visites du président Faye en France. Le docteur Niamsi a mis en lumière les contradictions entre les engagements panafricanistes initiaux et les actions politiques sur le terrain. Tous deux s'accordent sur un point. Le Sénégal doit impérativement restructurer son appareil d'État pour espérer répondre aux aspirations de son peuple. Mais cette critique va au-delà du Sénégal. Elle pose une question essentielle pour l'ensemble du continent africain. Comment garantir que les promesses de souveraineté et de justice soient tenues? Et vous, que pensez-vous des analyses du docteur Franklin Niamsi et de Juan Branco? Croyez-vous encore possible de transformer ces paroles en actions concrètes? Partagez votre avis dans les commentaires et engageons ensemble la discussion. Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à notre chaîne et surtout à la partager largement. Car le changement commence par l'éducation et la mobilisation collective. Merci de votre attention et rendez-vous bientôt pour une nouvelle analyse incontournable.